Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui vous écoutez notre format court, les Actus Mode de mars-avril. Diffusé un épisode sur 2, c'est une sélection d'informations mode récentes qui nous aide à comprendre les liens entre cette industrie et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. D'ailleurs, cet épisode a été enregistré le 9 avril, donc il s'agit plutôt des actualités de fin février, mars et début avril, mais bon, ça sonnait quand même moins bien. Comme vous allez le voir, cette édition est marquée par l'absence d'inclusivité dans l'industrie et ses difficultés croissantes face aux mécanismes capitalistes qui l'affectent. On commence avec une super nouvelle, comme on en entend tous les jours depuis un an. Du coup, non, désolé, mais ce que je vais vous dire n'est pas une surprise. L'inclusivité dans la mode, qui n'allait déjà pas très bien, continue de régresser. C'est ce qu'a démontré le rapport Size Inclusivity Automne-Hiver 2024 de Vogue Business, paru le 11 mars. Il analyse les Fashion Week qui se sont tenues en février à Londres, Paris, Milan et New York, et les résultats sont édifiants. Sur les 8800 modèles travaillant pour les 230 défilés et présentations, 0,8% étaient plus size, 3,7% mid-size, ce qui signifie donc que 95,5% étaient straight size, soit très minces. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à la saison dernière où 0,9% des vêtements étaient grande taille et 3,9% taille moyenne. D'après Vogue Business, l'un des facteurs de cette évolution déplorable, outre le retour de la minceur que l'on constate dans toutes les industries de l'image, est que lorsque des hommes dessinent des collections, elles sont encore moins inclusives. On a vu par exemple la différence chez McQueen, où Sean McGirr a remplacé Sarah Burton. Sous Burton, le défilé était le 5e le plus inclusif de Paris la saison dernière, alors que cette saison, les mannequins étaient 100% straight size. Je ne vais pas faire de commentaires, je vais faire mieux et vous conseiller notre épisode précédent « Où est le queer dans la mode ?», où nous abordons justement cette question. Et n'oublions pas que les conditions de travail des mannequins dites plus size sont extrêmement difficiles. L'iconique Paloma Elsesser a publié un essai bouleversant dans le magazine New York en février, où elle raconte comment elle priait pour ne pas recevoir le titre de Model of the Year en décembre dernier. Elle avait donc peur de recevoir l'une des plus hautes distinctions de sa carrière car elle craignait la réaction grossophobe que ça risquait de générer. Et elle ne s'est pas trompée. Le lendemain de la cérémonie, elle a reçu des milliers de messages et de commentaires insultant son corps, sa légitimité, son travail. Vous imaginez recevoir des milliers de messages en une journée qui vous disent que vous ne méritez rien de bien ? La grossophobie est encore très installée dans notre société et l'industrie de la mode continue de l'alimenter en valorisant des corps qui ne reflètent pas le monde réel. Pour le rappel, la taille moyenne des Françaises est un 42. Car comme le dit Paloma, être le premier modèle curvy pour une campagne perd de son importance lorsque la marque n'ouvre pas ses portes au 4e, au 5e, au 6e ou au 7e modèle. Si vous travaillez dans une marque et que vous avez envie de vous activer face à cette situation, je suis très contente de vous annoncer que j'ai participé à l'écriture d'un énorme guide sur l'inclusivité dans la mode pour la Fédération française de prêt-à-porter féminin. Ce document, accessible gratuitement, donne des outils pour une véritable inclusivité, donc pour les campagnes, mais aussi pour le recrutement et les chaînes de production. Comme toutes les ressources dont je vous parle, le lien pour le consulter est dans la description de l'épisode. Il semblerait que les mannequins ne soient pas les seuls à être fatigués par l'industrie. Après 38 années à la tête de sa marque éponyme, le créateur Dries Van Noten s'en va. Dans un communiqué ému, il a annoncé préparer son départ depuis longtemps et vouloir laisser la place à de nouveaux talents. Déjà en 2017, soit il y a 7 ans, il déclarait aux médias One Granary « S'il vous plaît, sortez de ce système. Je dois faire un défilé, Anna Wintour doit être au premier rang,
Tim Blanks doit écrire une revue sympa et maintenant je suis un designer établi. C'est tellement dommage. S'il vous plaît, essayez de trouver d'autres choses. Le designer n'est pas le seul à dénoncer un système douloureux pour les créatifs. One Granary vient justement de lancer sa newsletter So, Can Fashion Be Fixed, qui explore le mécontentement croissant des travailleuses de la mode avec des sujets tels que Don't Become Writers ou In Fashion, It is your job to sell a dream, not to live one. En tant que journaliste indépendante, qui plus est ouvertement engagée, je peux vous confirmer que ça n'est pas toujours facile. Et j'entends ça aussi chez des attachés de presse, des gens en poste dans des marques, des artisans. Peut-être qu'une meilleure répartition des richesses de l'industrie changerait quelque peu la donne. Je dis ça, juste comme ça. En parlant de changement de direction artistique, vous le savez sûrement, Pier Paolo Piccioli quitte la maison Valentino et sera remplacé par Alessandro Michele, qui a brillamment officié chez Gucci pendant 20 ans. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas la personne la plus investie dans le jeu des chaises musicales de la direction artistique du luxe. Mais avec ce combo, j'étais impatiente de voir ce que ça allait donner. Mais le chercheur Kemaïs Ben Lagdar, que vous pouvez écouter dans notre épisode 24 « Comment sortir la mode des représentations racistes », a ajouté une nuance, comme toujours, très pertinente. Il a remarqué sur Instagram que c'était encore un homme blanc installé depuis longtemps dans l'industrie qui remplaçait un homme blanc installé depuis longtemps dans l'industrie. Les postes de pouvoir restant un enjeu majeur pour une industrie plus équitable, c'est dommage. D'ailleurs, Kemaïs vient de publier un excellent livre aux éditions Stock, L'appropriation culturelle, histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental. Cette pépite décrypte l'une des dynamiques les plus problématiques de la mode et comment nous en extirper. Franchement, courez en librairie, vous ne le regretterez pas. On continue sur les marques de luxe avec cette fois une belle ironie. Vous connaissez sûrement le quiet luxury, cette mode sobre, extrêmement chère, pensée pour que l'élite des élites soit habillée avec des vêtements discrets mais de très haute qualité, avec des matières ou des bijoux précieux qui permettent aux membres de ce cercle social de se reconnaître. Je vous laisse imaginer ce que je pense de cette approche du vêtement et de la tendance qui essaye de l'imiter sur les réseaux pour vous partager la véritable info. L'une des marques pionnières de ce style, Loro Piana, est accusée par une enquête de Bloomberg d'exploiter la population de l'Ucanas, au Pérou, qui fournit à la marque de la laine de vicuna, un animal cousin de l'alpaga. Lorsque le commerce de cette fibre a repris après une quasi-extinction de l'espèce dans les années 60, les habitants de l'Ucanas, dont beaucoup sont des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ont passé un contrat avec un seul client, Loro Piana. Ils reçoivent environ $280 pour la valeur d'un pull, ce qui n'est pas suffisant pour payer toutes les personnes nécessaires à la récolte. Comme le rapporte Diet Prada, les travailleurs externes embauchés gagnent environ $20, mais on attend des habitants qu'ils travaillent gratuitement en rassemblant ces animaux sauvages sur des kilomètres de terrain avant de les tondre. Face à ce scandale, le député américain Robert Garcia a écrit une lettre à la direction de la marque pour exiger des explications. Pour le rappel, Loro Piana appartient au groupe LVMH, dont le patron, Bernard Arnault, est actuellement l'homme le plus riche du monde. Pour en savoir plus sur les dérives du luxe, je vous conseille notre épisode 25, Le luxe peut-il être éthique, où la journaliste d'investigation Florence Loève nous partage le résultat de ses enquêtes sur des grandes marques. Pendant qu'une marque de luxe vendant des pulls jusqu'à $11 000 exploite une population, je suis vraiment attristée de vous annoncer que les petites marques qui essayent de faire bien, les marques éthiques qui proposent des prix justes, c'est-à-dire qui refusent d'exploiter les gens tout en faisant des marges microscopiques pour être accessibles au plus de monde possible, eh bien ces marques ont beaucoup de mal à survivre en 2024. Effectivement, nous venons d'en perdre 3 en France en un mois. La célèbre marque d'upcycling Risap, la marque d'uniformes extravagants et très appréciée Salut Beauté et le superbe label Kind Studio, dont vous avez déjà entendu la créatrice Linda Kellin dans notre épisode sur le Made in France. Ces marques ont fermé pour des raisons variées, mais pour résumer, elles n'ont pas tenu entre leurs engagements sociaux et écologiques et ce que le capitalisme leur demandait pour se maintenir dans un système ultra compétitif, écrasé entre le culte du luxe et l'obsession pour la fast fashion et ses prix ultra bas. Ça me rend vraiment triste de voir qu'il est difficile d'exister dans ce système tout en ne reposant pas sur l'exploitation des ressources ou des personnes. Ce que ça signifie clairement, c'est qu'il y a un besoin de soutien économique et législatif pour un changement durable de l'industrie. Et justement,
Vous l'avez sûrement vu passer. La France se saisit enfin du sujet de la fast fashion avec une proposition de loi déposée par le groupe Horizon dont le but principal est d'attaquer le géant Shein. Il y a plein de choses à dire sur cette loi et les raisons plus ou moins éthiques qui motivent son existence. Mais peut-être qu'un épisode tout entier arrive en mai pour la décrypter ainsi que d'autres initiatives anti-fast fashion. Je ne vous spoile pas plus. En tout cas, elle a été votée en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale et doit maintenant passer le cap du Sénat. Selon la façon dont elle est validée et appliquée, elle pourrait taxer la fast fashion, interdire sa publicité sur les réseaux et plein d'autres perspectives réjouissantes. L'affaire est à suivre. Une autre loi liée à la mode éthique est en train d'être examinée, cette fois proposée par le sénateur des Vosges Jean Hingray pour sensibiliser les enfants à l'impact de la mode à l'école. Cette loi résonnait avec l'un des projets de fin d'études présentés par les étudiants de l'Institut français de la mode qui passaient leur jury de fin de certificat éco-responsable au Sénat le 28 mars. Cet événement était un boost de motivation pour moi, car des jeunes élèves y présentaient des initiatives pour une mode responsable face au cadre des plus grandes institutions de l'industrie. On allait de la gestion des déchets textiles coloniaux au Ghana à l'habillement de personnes sans abri, en passant par la création de maillots éthiques en laine, à, justement, un programme en accès libre pour éduquer les enfants sur l'impact de la mode à l'école. Le tout était orchestré par la géniale Andréane Lemieux, directrice de la chaire Sustainability de l'IFM. Pour découvrir la vision de cette femme convaincue que l'industrie évoluera grâce à la formation de ces jeunes travailleuses, je vous invite à écouter notre épisode 19, Comment enseigner une mode durable. Notre avant-dernière actu ne concerne pas que la mode, mais reste très lié à cette industrie. Depuis 2 semaines, le hashtag Balance ton photographe pullule sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles de cette profession, notamment suite à la condamnation de l'homme surnommé le violeur de Tinder, qui se servait de son statut de photographe amateur pour valoriser son profil. Ce mouvement va clairement concerner la mode, car je peux vous dire qu'il y a beaucoup de prédateurs qui se servent de la fonction de photographe pour établir des situations de domination avec les mannequins. Ce sont des enjeux que nous avons détaillés dans notre épisode 22 sur MeTooMode et dans notre épisode 18 sur le mannequinat. Je vous conseille fortement d'aller les écouter pour comprendre l'ampleur du problème et de l'omerta qui règne encore sur notre milieu. Et de mon côté, je serai contente si ce mouvement nous aide à faire le ménage, car il est grand temps. Pour la dernière actu de cette sélection, je vais légèrement passer dans l'autopromo. Vous l'avez peut-être vu, le magazine de mode masculine Icon a lancé son édition française, et j'ai eu le plaisir d'y écrire 3 papiers. Quand on a pris un café avec le rédacteur en chef James Clifford et qu'on discutait des potentiels sujets, il m'a demandé ce que je pensais des hommes. Je lui ai répondu que j'avais envie de tous les envoyer en thérapie, ce qui a donné la rubrique Have You Considered Therapy, où je m'entretiens avec un homme connu sur sa santé mentale et comment il en prend soin. Bien au-delà d'être un enjeu de self-care individualiste, la santé mentale des hommes impacte leur comportement et leur contribution à la société. C'est donc un enjeu politique et féministe. J'ai eu la joie d'inaugurer cette première rubrique avec Arnaud Valois, un acteur et humain extraordinaire. J'ai également rédigé un portrait de l'activiste Camille Etienne et un billet d'humeur sur la façon dont les hommes gèrent leur stress. C'est plus mes spécialités écologistes et féministes que vous retrouverez dans ce numéro, mais je vous conseille de l'acquérir pour les nombreux excellents papiers mode, artisanat et culture que vous pourrez y retrouver. Vous pouvez trouver le numéro en kiosque et on remercie James Clifford et son rédacteur en chef adjoint Julien Lambéa d'avoir conçu un magazine de mode masculin qui veut justement questionner les masculinités. Merci infiniment à vous d'avoir écouté cette seconde édition de notre format court. À travers cette sélection des actualités mode des dernières semaines, j'espère vous avoir aidé à comprendre les liens entre cette industrie et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Pour m'aider à faire connaître ce podcast indépendant et engagé, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à votre newsletter pour recevoir directement les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 14 mai pour le nouvel épisode de Couture Apparente.